Bonsoir à tous. Culture décimée, céréales ravagées, l'agriculture bourguignonne souffre. Il y a de plus en plus de restrictions d'eau. On a donc décidé de consacrer ce 19-20 à la sécheresse qui frappe notre région depuis plusieurs semaines. Nous sommes ici à Charbonnat, dans le sud de la Saône-et-Loire, près d'Étang-sur-Arroux, dans une exploitation agricole, la vôtre, Fabrice Voyot. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Si vous nous accueillez ce soir, c'est que la situation est difficile. Est-ce que vous diriez qu'elle est critique, voire désespérée aujourd'hui? Pas désespérée, mais dramatique. C'est-à-dire? La situation est relativement dramatique de par les prairies, l'assèchement, le fourrage, le manque de fourrage, le manque d'eau. Et en contrepartie, ce que je vous disais, la sécheresse, cet arbre qui cache la forêt, d'une situation dramatique de l'élevage en général, une situation économique compliquée, difficile. Et nous craignons, avec la profession, que la situation s'empire encore plus de par cette sécheresse 2018 qui perdure et qui, a priori, n'est pas prête de s'arrêter. On n'est pas à la fin. Alors on va y revenir longuement. Parmi les autres victimes de cet été caniculaire, il y a les maraîchers. Des kilomètres de champs ont été brûlés par le soleil cet été. Et il y a des conséquences sur les rendements, mais aussi sur les prix. Je vous propose de découvrir le reportage de Rémi Chiden et Tania Gomes. Plus de crevasses que de légumes. Sur cette parcelle aux alentours de Nevers, Guillaume Debert fait pousser pommes de terre et courges. Mais cette année, le travail est perturbé. C'est très très sec et du coup c'est dur comme un caillou. Et du coup je peux pas me permettre, quand on voit ça là, je peux pas me permettre de venir avec un outil pour essayer de sortir la pomme de terre. Donc je le fais à la main. Pieds brûlés par le soleil, légumes de taille réduite. Après un été de sécheresse, le maraîcher s'attend à une récolte au moins moitié moins bonne que prévu. C'est surtout que c'est pas très abondant, il y a 2 pommes de terre par pied. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'eau du tout, j'ai pas eu d'arrosage ici. Mais j'aurai une baisse de rendement forcément, oui. À quelques kilomètres, ces cultures ont pu bénéficier de la présence d'un puits. L'arrosage, surtout nocturne, a permis de préserver une partie de la production et de limiter les effets des caprices de la météo. On a eu un printemps très pluvieux, où du coup on était vraiment handicapé par l'eau. Et après on est passé d'un extrême à l'autre avec un été très très sec, où on a essayé de sauver les meubles, sur nos provisionnels en tout cas de culture. On a essayé de faire au mieux, maintenant c'est encore en train de pousser là, mais on a pris pas mal de retard. Carottes, poireaux, tomates, la récolte n'est pas encore terminée. Dans ce magasin de producteurs, des légumes continuent d'arriver sur les étals. La seule conséquence de la chaleur se traduit pour l'instant sur les étiquettes. Au niveau fruits et légumes, une répercussion sur les prix, bien évidemment, comme certains maraîchers n'ont pas eu toute leur récolte. Alors peut-être qu'ils commencent seulement certaines récoltes, donc on ne manque pas, mais à l'avenir, peut-être qu'on va certainement manquer pendant l'année. La sécheresse devrait se prolonger dans les prochaines semaines et risque de peser sur la fin de saison. Des volumes limités et des prix qui pourraient encore s'envoler. Voilà pour la situation des maraîchers dans la Nièvre. On se retrouve ici à Charbonnat, en Saône-et-Loire, dans votre exploitation, Fabrice Voyot. On l'a compris, vous l'avez dit tout à l'heure, vous manquez de fourrage, vous avez du mal à nourrir vos bêtes. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, vous ? On réclame une prise de conscience des pouvoirs publics sur notre situation réelle, une situation dramatique, une situation qui affecte le moral des éleveurs et de leurs familles. Une situation vraiment dramatique puisque les stocks de fourrage varient en fonction d'une exploitation à l'autre, mais c'est clair qu'en puisant dans les stocks 2 mois avant, 3 mois avant la période hivernale, on se doute bien qu'il y aura des situations très compliquées au cours de l'hiver et au printemps 2019. Alors, puisque vous parlez des pouvoirs publics, à vos côtés, Frédéric Brochot, vous êtes vice-président du département de la Saône-et-Loire et vous êtes en charge de ces questions agricoles et vous êtes d'ailleurs vous-même éleveur. Est-ce que le département va débloquer des aides dans les prochains jours ?
Alors, depuis déjà début août, nous étions alertés, si bien président et mes collègues et moi, par des situations qui s'empiraient dues à la sécheresse. D'ailleurs, le président a organisé différentes rencontres avec même ses collègues présidents d'autres départements. Et vous avez décidé de débloquer des fonds ? Et nous avons décidé de débloquer des fonds. Nous sommes en train d'étudier. Donc bon, l'enveloppe de la Haute-Saône, elle est connue, elle est à hauteur de 600 000 euros. La nôtre, je vous dirais, c'est compliqué de dire un chiffre aujourd'hui, elle n'est pas arrêtée. Peut-être donner une fourchette. Lundi ou mardi, les chiffres seront connus. Elle sera supérieure, bien sûr, vu on va parler quand même de richesse agricole de notre département. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est une calamité d'être un département agricole aujourd'hui ? Alors une calamité, je ne sais pas si c'est une calamité. Toujours est-il que nous, en éleveurs spécialisés, en éleveurs allaitants, Charolais ici, Charolais chez nous, ça fait 15 ans qu'on gère l'urgence. 15 ans qu'on gère l'urgence et je crains, et nous craignons, éleveurs, que cette sécheresse 2018 soit un déclencheur. De toute façon, il y aura un avant et un après sécheresse 2018. Frédéric Brochot, quelles peuvent être les conséquences pour nous, les consommateurs, de cette situation ? Pour les consommateurs, je dirais, après, peut-être que certains se serviront des motifs de la sécheresse, soit pour relever les prix dans les grandes surfaces en disant voilà qu'il y aura une pénurie, du moins, ou un manque, on ne va pas parler de pénurie, mais un manque. Mais le contexte dans les exploitations est complètement l'inverse. Aujourd'hui, il y aura davantage, on va parler plus sur les bovins allaitants, davantage d'animaux qui vont sortir sur les marchés et les cours tendent déjà, on s'est rendu d'ailleurs au marché de Saint-Christophe-en-Brionnais mercredi avec André Acari, président, et les cours commencent à s'effriter sur les bovins viande et même le bovin maigre. Merci beaucoup. Alors face à cette situation, face à cette pénurie d'eau, il y a des mesures de restriction d'eau qui sont imposées, mises en place dans les communes. Alors voyons comment ces communes s'organisent pour s'occuper de ces espaces verts qui ne le sont plus du tout. Je vous propose d'aller voir comment ça se passe en Côte d'Or, dans le secteur d'Arc-sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze. Le reportage est signé Emmanuel Pinsonneau et Romain Liboz. À la surface des terrains de foot, il n'y a plus guère que le gazon synthétique qui ait résisté à la sécheresse. À Arc-sur-Tille, la situation est particulièrement critique. Une commune distinguée au palmarès des villages fleuris, une fleur qui aura souffert des restrictions d'eau. Sur le terrain de la commune, on a arrêté complètement l'arrosage déjà depuis un mois environ, au grand désarroi de nos agents municipaux qui œuvraient pour la deuxième fleur. Et donc il faut arrêter l'arrosage, si bien que vous voyez autour de nous des massifs qui sont en train de dessécher. À quelques kilomètres, à Mirebeau-sur-Bèze, les potagers sont au ralenti. Quand on ne peut compter que sur la pluie pour arroser, ça ne suffit pas à faire une bonne récolte. La moutarde, ça fait un mois qu'elle est semée. Il y a plus 7 mm il y a dimanche dernier, mais ça n'a rien fait du tout. C'est tellement sec que ça ne s'est pas vu. Quand il pleut, enfin, entre guillemets, quand il pleut, j'ai des bidons sous les chéneaux pour récupérer de l'eau, c'est tout. J'ai que ça. Si la situation est moins critique sur le bassin de la Bèze, les restrictions sont maintenues. La municipalité doit continuer à remplir ses missions, mais d'une autre façon. La voirie, évidemment, elle n'est pas nettoyée avec de l'eau, c'est un nettoyage sec avec une balayeuse. Pour nos espaces verts, très limités pour l'arrosage. On a donc des conséquences, bien évidemment, sur la nature de nos espaces, de nos plantes, de nos arbres. Chaque citoyen, comme on dit en France, nul n'est censé ignorer la loi, donc doit respecter les restrictions demandées, ne plus remplir ses piscines, toutes ces choses-là. Et vous pensez que c'est respecté ? J'ose l'espérer. Le retour de l'arrosage naturel n'est pas encore d'actualité. Météo France ne voit rien venir, si ce n'est le soleil qui poudroie et l'herbe qui jaunit. Après quelques averses éparses lundi sur la région, il va falloir patienter avant de se réjouir de voir tomber des cordes sur une région assoiffée. Oui, 2018, année de tous les extrêmes. Les rivières sont au plus bas alors qu'elles débordaient au printemps. Alors comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les pistes pour tenter de limiter les conséquences de ces aléas climatiques ? On part dans l'Yonne et le reportage est signé Yael Benamou et Louis Duménil. Les traces de la sécheresse sont bien visibles à Saint-Rémy en Côte d'Or. L'eau de la rivière la Brenne ne revient pas.
Depuis 5 mois, la période d'étiage sévit. Les cours d'eau atteignent leur niveau le plus bas. Dans les secteurs traversés par la rivière de l'Armançon et du Serein, la sécheresse est même passée en crise. Le Serein-Amont, lui, reste en alerte renforcée. La situation est préoccupante pour ce spécialiste, chargé de mission pour le bassin de l'Armançon. Alors habituellement à cette période, ça dépend un petit peu de la pluviométrie, mais l'eau se situe sur le bas de l'échelle, qu'on voit visible en rouge. Donc là, elle est quand même très basse pour la saison. Et on voit que sur le déversoir là-bas, il y a quand même beaucoup d'algues vertes. Donc c'est un signe de mauvaise qualité des eaux. Il n'y a pas de pluie qui sont encore annoncées pour 15 jours. Et c'est des situations qui sont un peu critiques parce que ça tape sur la ressource en eau. Et ça a des impacts sur la qualité des cours d'eau forcément, mais aussi après indirectement sur la qualité de l'eau potable. Pourtant, pendant le mois de janvier, 2 crues ont été recensées. Mais avec les fortes chaleurs estivales, les réserves sont aujourd'hui épuisées. C'est des phénomènes qui sont naturels, mais qui sont accentués par le changement climatique. Et plus ça va aller, plus on risque d'avoir comme ça des périodes d'assec très longues et très intenses. Et puis des épisodes de pluie qui sont soit très concentrés, comme des orages qui sont violents, qui occasionnent des coulées de boue, soit des épisodes très longs, comme on a connu en janvier. L'eau risque de se faire désirer. La pluie n'est toujours pas annoncée dans les prochains jours. Alors l'eau, est-ce qu'il y en aura encore en 2050 dans notre région? À quoi ressemblera le climat dans 2050? On s'est posé la question et on s'est rendu pour tenter de répondre à ces questions au Centre de recherche de climatologie de l'Université Bourgogne. Le scénario fiction est signé Matify. Regardez. On sera aux alentours de plus de 2 à 2,5 degrés comparativement au climat d'avant 87-88. Ce qui va changer, c'est que les périodes de restriction d'eau vont s'étaler. C'est-à-dire que ce qui était de l'ordre de 1 mois, voire 1 mois et demi ou 2 mois jusqu'à aujourd'hui, ça va s'étaler, ça va s'étaler sur 3 mois, par exemple. Par contre, pour l'agriculture, la polyculture et l'élevage, là, il va falloir penser à changer peut-être de type de culture. Ça peut remettre à terme la notion de climat qu'on a en Bourgogne ou de terroir, ce qu'on appelle terroir dans d'autres régions. La vigne ne devrait pas souffrir plus que ça. Par contre, il y aura des baies ils vont être moins chargés en eau. Et donc, il va y avoir une concentration en sucre qui va être plus importante. Potentiellement, ça peut avoir des conséquences sur le type de vin, donc le goût des vins qui seraient produits en Bourgogne. Et on va tout de suite retrouver le président de ce centre de recherche, Yves Richard. Vous êtes avec nous en duplex depuis Dijon. Bonsoir à vous et merci d'être là. Est-ce que, d'après vous, on a pris la mesure du problème ? Non, clairement non. Les scientifiques alertent depuis 30 ans. Le premier rapport du GIEC, c'est 1990. Et on voit qu'on n'a pas pris la mesure du problème. Et on voit un agriculteur ici qui dit « ça fait 15 ans qu'on gère l'urgence ». Ça montre bien qu'on est toujours dans une situation où on n'a pas changé de système de production. Alors d'après vous, qui doit prendre ses responsabilités aujourd'hui ? Tout le monde, chacun là où il est situé, chaque individu, les collectivités territoriales, l'État, c'est un effort qui doit être partagé par tous. Est-ce qu'on peut arriver, d'après vous, à lutter contre ces changements climatiques ? Bien sûr, on peut l'atténuer. En consommant moins d'énergie fossile, donc moins de fuel, moins d'essence, moins de gasoil, moins de gaz, en épandant moins de nitrates dans les champs. Il y a des solutions, on les connaît. Mais elles sont difficiles à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Elles sont difficiles à mettre en œuvre. Merci beaucoup Yves Richard d'avoir été en duplex avec nous depuis Dijon. Le sol qui a soif, cette sécheresse, elle a causé d'énormes dégâts et notamment sur les maisons à Ruilly en Saône-et-Loire. Vous allez le voir, une dizaine d'habitations sont concernées. Et la commune demande la reconnaissance du statut de catastrophe naturelle. Sofiane Aïssaoui et Damien Boutillier. De l'eau, c'est ce qui a terriblement manqué cet été. Dans le sud de la Bourgogne, la saison estivale a été particulièrement sèche. Certaines habitations n'ont pas été épargnées. Donc, je vous montre, voilà, aussi au niveau du seuil de porte. Donc tout a fissuré, sous les tapis, on fait tout le tour. Et donc du coup, le terrain un petit peu descendu aussi.
Les fissures sont d'abord apparues à l'intérieur de la maison, mais c'est en inspectant l'extérieur que les propriétaires ont commencé à s'alarmer. On commence par des micro-fissures qui descendent en escalier sur la façade pour après en appui de fenêtre, là où vous avez vraiment clairement des fissures qui sont très très prononcées, quoi. Comme en 2015, le dernier épisode de sécheresse en date, la commune de Ruilly compte faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle, avec l'espoir que cette fois, sa demande soit acceptée. Cette année, la sécheresse était quand même particulièrement intense. Nous sommes en situation de crise à Ruilly, mais ailleurs en Saône-et-Loire. Nous sommes en restriction s'agissant de l'usage de l'eau. C'est inquiétant pour les administrés, pour les maisons, pour l'écosystème. C'est vrai que des sécheresses comme ça à répétition, 2015 c'était il n'y a pas si longtemps que ça, 2018, 2019, 2020, on ne sait jamais. Donc oui, c'est inquiétant. Les habitants ont jusqu'à la semaine prochaine pour déposer photos et témoignages à la mairie. Autant de documents qui permettront d'appuyer le dossier et de faciliter les demandes d'indemnisation. Alors, nous a rejoint dans cette exploitation Saône-et-Loire Rémi Roberotte. Bonsoir, vous êtes le député La République En Marche de cette circonscription. On vient de l'entendre, il y a une crise à gérer. Est-ce que l'État a conscience aujourd'hui de cet enjeu ? Alors l'État a tout à fait conscience de l'enjeu, à la fois à court terme, puisqu'un certain nombre de mesures financières vont être prises pour reporter les cotisations sociales pour le secteur agricole, des exonérations sur la taxe additionnelle du foncier non bâti pour les parcelles concernées. Les aides européennes vont être aussi anticipées. L'Europe a saisi la gravité de la situation. Des aides qui vont tomber bientôt ? Alors qui vont tomber bientôt, justement, dès début octobre. Donc il y a véritablement une prise de conscience, plus bien sûr les dossiers de classement en catastrophe agricole, en quelque sorte. Calamité agricole. Donc, si vous voulez, il y a une vraie prise de conscience immédiate. Et après, il y a le moyen et long terme. Et là, il faudra rapidement que l'ensemble des acteurs se revoient parce qu'on constate, comme vous le faites... Il faut repenser l'agriculture aujourd'hui, d'après vous ? En tout cas, il faut repenser sans doute le modèle avec ces problèmes de sécheresse récurrentes aujourd'hui. Et la profession, bien sûr, est elle-même tout à fait concentrée sur ces sujets-là. Et il faudra que pouvoir public, profession et l'ensemble des acteurs concernés puissent avancer pour trouver des solutions sur le moyen et long terme. Fabrice Voyot, une réaction à ces aides annoncées ce soir, des aides de l'État dans les prochains jours ? Est-ce que ça sera suffisant ? Ces aides seront bien sûr les bienvenues. Mais ce que je vous disais de tout à l'heure, depuis 15 ans, on gère l'urgence. Et à un moment donné, dans un très court terme, comme je vous le disais, le fameux, comme j'appelle ça, un plan Marshall de l'agriculture et de l'élevage, il faudra bien tout remettre sur la table pour que des situations dramatiques qui se déroulent sur nos territoires ruraux ne se déroulent plus. Vraiment repenser notre système d'élevage, notre système spécialisé, notre système extensif. Vous êtes prêt, vous, à changer de pratique ? Ah oui, aujourd'hui oui. Si on en donne les moyens, on changera les pratiques. On ne peut pas continuer dans ce système-là. Mais changer les pratiques, peut-être qu'on est à côté de la plaque dans notre système élevage spécialisé. Tous les œufs dans le même panier, c'est peut-être une erreur. Alors peut-être, il y a certainement des schémas, il y a des chercheurs, il y a des gens qui travaillent pour ça. Il y a des faiseux, il y a des diseux. Et bien peut-être que tous ces gens-là, autour de la table, à un moment donné, il faut regarder, prendre le taureau par les cornes et dire notre système d'élevage spécialisé, on est à côté de la plaque. Il va mal. Comment vous allez les accompagner, ces agriculteurs, Rémi Roberotte ? Il y a déjà aujourd'hui, à travers la loi Egalim, il y a des pistes. Mais c'est vrai qu'il est très important qu'on travaille très très près avec les filières par rapport à ça. On a longtemps eu tendance, en quelque sorte, les uns les autres, à être un peu sur des logiques parallèles d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il faut vraiment que le travail en commun se fasse et que les filières également, mais à tous les niveaux de la filière, prennent les responsabilités. On le voit bien qu'effectivement, on va un peu de crise en crise. Accompagner, ça veut dire aussi peut-être contraindre. Est-ce qu'on peut imaginer des mesures impopulaires à l'avenir ? Impopulaire, j'en sais rien. En tout cas, repenser, comme le disait Fabrice, le modèle et faire en sorte de travailler autrement, en tenant compte aussi des exigences nouvelles des consommateurs. C'est un élément clé, bien entendu. Je pense que aujourd'hui, vraiment, la profession y est prête. Je crois que c'est une profession qui est en train, comme toutes les professions d'ailleurs, de voir comment elle peut se projeter sur 30 ans. Elle est en train d'y travailler. Les fameux plans de gestion par filière sont en train de se négocier. Et c'est vrai qu'il faudra tenir compte de l'ensemble de ces éléments, et notamment les changements climatiques
publics doivent être forcément au cœur des préoccupations. Merci beaucoup. Voilà pour la sécheresse. Alors dans le reste de l'actualité ce soir en Bourgogne, il y a la fin des fouilles à Saint-Cyr-les-Colons, c'est dans l'Yonne. Elles n'ont pas permis d'en savoir plus sur la disparition de Marie-Angèle Domès il y a 30 ans. Le tueur en série Michel Fourniret, 76 ans, n'a pas donné d'éléments nouveaux. Je vous rappelle qu'il avait avoué en début d'année avoir tué Marie-Angèle Domès et Johanna Parish. On fait le point et le sujet est signé Basis Jaouti et Veitblum Oumer. En milieu d'après-midi, la vingtaine d'enquêteurs rangent leur matériel et quittent les lieux. Les fouilles d'un ancien jardin du beau-père de Michel Fourniret se terminent et n'ont rien donné. Pendant 2 jours, policiers, gendarmes et experts scientifiques ont cherché, en vain donc, le corps de Marie-Angèle Domès, une iconaise handicapée mentale disparue en 1988, alors âgée de 19 ans, et dont Michel Fourniret avait avoué le meurtre il y a quelques mois. Pour les besoins de l'instruction, le tueur en série est revenu physiquement dans ce jardin mercredi dernier, 2 jours plus tôt. Il y est même resté plusieurs heures avec les enquêteurs. Mais ces indications, trop vagues, son manque de coopération, n'ont pas permis de faire avancer les investigations. Seule certitude, selon une source proche de l'enquête, Marie-Angèle Domès n'est pas enterrée dans ce jardin de Saint-Cyr-les-Colons. La justice pourrait clore son instruction avant la fin de l'année. Michel Fourniret pourrait être jugé pour ce meurtre courant 2020. Actuellement en prison, le tueur en série a déjà été condamné pour 7 autres meurtres à la perpétuité incompressible. Et puis dans l'actualité aussi, l'homme tué à coups de couteau hier à Rodez était originaire de la Nièvre. Pascal Filoé, c'est son nom, était directeur de la prévention et de la sécurité publique. Il a été agressé par un individu déjà condamné pour vol et violence. Pascal Filoé, qui avait travaillé à la police municipale de Nevers, il avait également été adjoint au maire de Chaluis. Et puis à présent, une idée de sortie avec un concert gratuit ce soir au Silex d'Auxerre, le concert d'Emna. Emna, une jeune chanteuse installée dans Lyon. Elle écrit, elle compose, une voix nourrie de diverses influences. Je vous propose tout de suite de découvrir un extrait de ses chansons. Et voilà pour cette édition spéciale consacrée à la sécheresse. Je vous rappelle que le département de la Saône-et-Loire s'apprête à débloquer des aides, une enveloppe de plus d'1 million d'euros, des aides qui devraient être versées aux 7000 exploitants du département dans les prochains jours. Merci à vous, messieurs, de nous avoir accueillis ici dans cette exploitation et de nous avoir permis de faire le point sur cette situation. Merci beaucoup. Merci à vous. Très belle soirée sur France 3. À demain.